Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs, de partout vous captez à travers le monde. Vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Paris, vous êtes à Kinshasa, dans les 24 communes de la capitale congolaise. Kinshasa, c'est grand mégapole. Vous nous suivez également dans la province du Kwango, vous nous suivez à Likasi, vous nous suivez à Bujumbura, à l'extérieur de la RDC, vous nous suivez à Harare, vous nous suivez au Gabon, vous nous suivez au Cameroun, vous nous suivez de partout à travers le monde. Merci de cette confiance renouvelée à notre magazine Actualité Croisée, où nous avons toujours l'insigne honneur de recevoir sur cette tribune une personnalité de marque qui vient parler de la République démocratique du Congo. Les questions sont légion. Il y a la question d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, d'ordre social qui est en train de faire sensation en République démocratique du Congo. Mais nous avons retiré une personnalité de marque, le bâtonnier honoraire maître Tarsis Matadiwamba Kambamoutou, qui depuis un certain moment, il avait pris des reculs, mais on a voulu quand même arracher sa sagesse pour parler un peu des questions congolaises. Vous nous captez à Washington également, vous êtes ici à Kinshasa, dans la commune de Kimbantseke, de Lemba, de Bandalungwa, dans la commune de la Gombe. Merci de votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique qui accompagne ces magazines. Nous sommes de vous pendant une demi-heure d'échange avec maître Tarsis Matadiwamba, qui je m'en vais lui souhaiter bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment portez-vous, maître? Bien. Bien. Très bien fort. Ok. Alors aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est votre patrie. Aujourd'hui, vous avez porté les questions congolaises depuis le jeune âge jusqu'à ce que vous avez pris de l'âge. Vous êtes en train de vous intéresser sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je rentre sur la question sécuritaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé à la 80e sommet extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a fait un discours pour responsabiliser la communauté internationale sur le massacre qui sévit en République démocratique du Congo. Au-delà de tout ça, le chef de l'État a sollicité la reconnaissance du génocide congolais génocide. Votre commentaire? Mon commentaire sur ce vieux problème de souffrance des Congolais, c'est un vieux problème. Je suis entré dans la scène politique il y a bien longtemps, en 1977, comme député national. Ce problème de souffrance des Congolais, je l'ai trouvé à l'Assemblée nationale. Et ça continue. Ça continue. Alors, mon commentaire, mon cher, ce que je vois aujourd'hui, comme hier, mais aujourd'hui davantage, je constate que la communauté internationale, puisque vous parlez d'elle, eh bien, elle s'intéresse du Congo, elle s'intéresse au Congo, en tant que ce pays, mon pays, fournit de matières premières. Mais lorsque les habitants de ce pays souffrent, ce n'est plus l'affaire de la communauté internationale. Le Congo, producteur de matières premières, précieuses et tout ce que vous voulez, c'est bon, c'est bon. Mais les Congolais sont tués, sont massacrés, font l'objet de génocides. C'est comme si la communauté internationale n'entendait rien, ne voyait rien. C'est mon opinion. Ce n'est pas aujourd'hui que le Congo va pouvoir faire grand-chose, mais bon, il faut que le président de la République, il faut que les Congolais, ceux qui ont un mot à dire, comprennent cela.
ce que l'on appelle les intérêts pour les États. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte pour la communauté internationale, pas les souffrances. Alors aujourd'hui, la RDC a 9 voisins. A 9 voisins directs. Ouais. Pourquoi la RDC ne souffrirait que d'un seul ou 2 voisins? Pourquoi? La RDC doit souffrir seulement de 2 voisins, pas les autres. Pas les autres. Ah oui, nous avons 9 frontières, n'est-ce pas? 9, si je ne m'abuse. Hein? 9 frontières. Et nos malheurs nous viennent de l'Est, n'est-ce pas? C'est de l'Est que vient le soleil, n'est-ce pas? Si, si. Et il se couche à l'Ouest. Eh bien, où sont les matières premières actuellement? C'est à travers tout le pays, nous avons des matières premières, mais celles qui sont exploitées, c'est à l'Est. Et la réponse à votre dernière question, c'est celle-là. Pourquoi? Mais parce que les matières premières sont là, et ceux qui les exploitent préfèrent le faire avec des clandestins, n'est-ce pas? Plutôt que de le faire suivant les canaux reconnus, les canaux normaux. On va traiter avec les voleurs, c'est mieux. Un voleur vous brade ce qu'il a plus facilement que le véritable propriétaire. C'est ça le problème. On n'a jamais connu cette situation, je remonte à l'histoire, j'assume mes mots. Oui. À l'époque de Mobutu, c'est Seko. Oui. On n'a pas connu cette cruauté, on n'a pas connu cette méchanceté de la part de nos voisins de l'Est du pays. De certains de nos voisins, alors oui. Pourquoi cette cruauté a pris cette ampleur? Mon Dieu, je n'ai pas une réponse précise, mais je constate aujourd'hui que c'est dans un pays qui a souffert du génocide interne que cela nous vient, je constate. Pourquoi? Bon. À mon sens, c'est uniquement parce que ils ont trouvé un partenaire qui les arrange. Qui le facilite l'accès. Oui, qui les arrange. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir trahison en interne? Est-ce qu'il peut? Avoir trahison en interne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout à fait. Parce que pour que l'ennemi entre chez vous, généralement, il doit être renseigné. Et qui mieux que ceux qui habitent votre maison peut renseigner? Que donc c'est de l'intérieur qu'il y a des traîtres dont on se sert pour pouvoir vous attaquer. Ça, c'est aussi un phénomène naturel. N'est-ce pas? Bâtonnier national, pourquoi aujourd'hui la République démocratique du Congo ne prendrait pas langue avec ces nations qui veulent à tout prix la richesse de la République démocratique du Congo? Parce que autant de fois, le chef de l'État a levé le ton, a tendu même la main pour que ces investisseurs, pour que ces étrangers viennent. Mais pourquoi il y a cette réticence? La nation congolaise se voit victimisée même au niveau international. C'est quoi le facteur? Ce sont les pères de la démocratie qui ont trahi, ou soit le Congo est à la solde de l'humanité? Mon cher, je venais de vous dire que ce qui arrange les affaires des multinationales, c'est d'acheter au moindre prix. De manière frauduleuse. Et cela, au moindre prix, c'est par la fraude. Par la fraude, c'est aussi naturel que ça. Je le disais tout à l'heure, un propriétaire vendra son bien au prix coûtant. Ce n'est pas le cas du voleur. Le voleur, il va vendre pour se débarrasser.
Je grossis un peu les choses, hein, mais en réalité, entre les États, ça se passe comme ça. Entre les grandes sociétés, ça se passe aussi comme ça. N'est-ce pas? Il n'y a pas de mystère. Les États-Unis, la Belgique, la France, Etc. Oui. la Russie, Oui. je cite La Chine, oui. la Chine, voilà, Oui. je cite ces 5 États. Oui. Qui peut avoir de l'influence sur la République démocratique du Congo pour éteindre ce feu qui sévit à l'Est? Qui peut avoir. De l'influence Oui. pour éteindre le feu qui sévit à l'Est. Est-ce que ce pays-là, qui sont consommateurs de matières premières, s'entendent entre eux? Ils s'entendent, ils viennent au marché. Et chacun d'eux veut prendre le plus gros possible, au moindre coût. Ils ne s'entendent pas entre eux. Alors, vous, le possesseur des matières premières, vous avez affaire à cette bande-là, appelons-la comme ça. Vous allez vous confier à l'une, vous allez vous confier à l'autre, mais entre ces acheteurs, eh bien, il n'y a pas entente. C'est chacun qui voudra être le premier et enlever les morceaux. Ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendront pas sur le sort du propriétaire des matières premières. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Je rentre sur l'histoire. Aujourd'hui, on a parlé, à l'époque, s'il faut rentrer par rapport à l'État indépendant du Congo. Oui. On a dit que la RDC était un bien sans maître. Est-ce que ce n'est pas dans cette logique-là que les impérialistes continuent à considérer jusqu'à l'heure actuelle, malgré qu'on soit souverain, que la RDC reste un pays sans maître? Bon, vous savez, à la création de l'État indépendant du Congo, on ne peut pas dire que c'était un bien sans maître. Pourquoi l'État indépendant du Congo a-t-il été créé? Pourquoi? Mais c'était au nom du libéralisme économique. Les puissances de l'époque avaient envie d'acheter les produits du Congo de l'époque, l'ivoire, le caoutchouc. Il y avait beaucoup, ne parlons pas encore des minerais, parce que, bon, les minerais, il fallait aller les chercher dans le ventre de la terre, mais parlons de ce qui était en surface, l'ivoire, le bois et tout ça. Les biens du sol. Voilà. Pour pouvoir accéder à ces biens, il fallait passer par l'eau, le fleuve. Et le littoral était occupé par le Portugal. Très bien. Le Portugal qui taxait cher. Et l'État portugais taxait, ça ne suffisait pas. Il fallait que les agents portugais se fassent payer encore. Ce qui fait que les puissances de l'époque, la France, l'Angleterre, l'Amérique et d'autres pays, la Hollande, ont décidé à un moment donné que ça cesse et qu'il y ait un accès libre aux matières premières de cette terra incognita, une terre inconnue, il fallait y accéder. Donc là, c'est là où je parle de bien sans maître. Bon, bien ça, oui, voilà, si vous voulez, dans ce sens-là, d'accord, mais la politique, c'était quoi? C'est accès libre que le Portugal a empêché. Ok. Et c'est pour cela que, au départ, c'est Léopold II qui avait cherché une colonie d'abord en Amérique latine, ça n'a pas réussi, et puis finalement, ici en Afrique centrale, bon, il a accepté
comme ONG, de venir ici pour officiellement pas exploiter les matières premières, mais pour libérer les populations du joug de vendeurs, des acheteurs, des esclaves, pour libérer les populations de toutes sortes de maladies. Donc au départ, l'objectif avoué, c'était de venir en aide aux populations qui vivaient ici, et cette aide-là devait leur être apportée par une ONG que Léopold II, en accord avec les autres, ont appelé État indépendant du Congo. Là, il y avait déjà conférence de Berlin. Bien sûr. On a déjà morcelé les terres. On n'avait pas encore morcelé. Là, quand ils se mettent d'accord à Berlin, il fallait encore maintenant venir reconnaître cette étendue, la délimiter, n'est-ce pas? Et alors après, commencer à exploiter. Et c'est ça le rôle du grand roi Léopold II, n'est-ce pas? Avec son État indépendant, qui a duré jusqu'au moment où la fortune du roi ne pouvant plus suffire, n'est-ce pas? Et le roi a cédé sa chose, donc son État, à la Belgique. Et le Congo deviendra alors colonie du Congo belge en 1908. 1908. Voilà, c'était ça. Et qui était propriétaire à cette époque-là? Avant, c'était, je vous le disais, Léopold II. Et après, c'est devenu une colonie comme les autres, la colonie du Congo belge. Congo belge. Voilà. Là, d'autres puissances n'avaient plus accès pour venir exploiter comme ils voulaient. Les autres puissances avaient accès, mais devaient faire pas face, devaient passer par le propriétaire de la colonie, la Belgique. La Belgique qui, elle, dis-je, savait quelle matière il y avait ici, quelle richesse il y avait ici, et la Belgique vendait au prix normal, n'est-ce pas? Ce que les indigènes, les Congolais eux-mêmes ne pouvaient faire avant ça, c'est que, bon, Léopold II aussi avec ses agents pouvait faire, mais pas comme le fera plus tard la Belgique avec sa colonie. État belge, État indépendant du Congo, au Congo belge, à la République démocratique du Congo, finalement. Oui. Alors aujourd'hui, pendant toutes ces étapes, il y a eu des changements. Oui. Il y a eu des changements de période, de temps et de textes aussi. Oui, naturellement. Le texte fondamental qui a régi le Congo belge jusqu'à 1960, il s'agissait de quel texte fondamental? Quel texte fondamental? Il y a eu une loi comme constitution. Quand ça passe de l'État indépendant à la colonie du Congo belge, eh bien la colonie était gérée. Là, on ne parlait pas de république, hein? Bon, la République va venir plus tard, n'est-ce pas, en 60. Mais pendant la colonie, il y avait une charte qui faisait du Congo, en fait, la 10e province. La 10e province de la Belgique. Parce qu'en Belgique, il y a 9 provinces. Et la 10e, si vous voulez, c'était la province outre-mer. Outre-mer. Comme on dit en France, province outre-mer, c'est-à-dire qui n'est pas en Belgique, mais c'est en Afrique, mais à l'extérieur de la Belgique, et le Congo était géré comme province de la Belgique. De la Belgique, avec un gouverneur général ici, n'est-ce pas, et qui dépendait du ministre de l'Intérieur de la Belgique. Alors aujourd'hui, nous avons une constitution. Je vous prends au mot. Nous avons une constitution votée le 18 février 2006. 2006.
Alors, s'il faut voir la mouture de cette constitution, comment est-ce que c'est, vous avez quand même eu le temps de parcourir ça en votre qualité d'avocat. Vous avez eu le temps de député, vous avez eu le temps de parcourir cette constitution, cette loi fondamentale. De manière claire, s'il faut dire vrai, vous, par rapport à votre jugement, comment scrutez-vous cette constitution? Il y a des problèmes qui restent. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudra nécessairement toucher, ou soit il faut laisser cette constitution évoluer telle que ça évolue jusqu'aux générations futures? Une constitution, qu'elle soit écrite comme la nôtre, ou non écrite comme en Angleterre, c'est une règle pour organiser les hommes, pour organiser l'État. Elle est donc, en tant que règle, susceptible de changement. Elle ne doit pas rester statique. Une constitution n'est pas écrite sur du marbre, comme des textes bibliques. Et encore. Donc, une constitution doit pouvoir être changée par ceux et celles qu'elle régit. Ce n'est pas un scandale qu'on la change. Maintenant, tout dépend de ce qu'on veut changer. Tout dépend. C'est ce que je peux vous dire, n'est-ce pas? Je puisse vous dire en ce moment-ci, qu'est-ce que vous voulez changer et pourquoi? Et pourquoi? Voilà. Mais le texte en lui-même ne doit pas rester éternellement le même. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, avec le temps, la Constitution va s'avérer faible. Inadaptée. Inadaptée, inepte à résoudre tel problème. Si vous allez aux États-Unis, il y a des amendements célèbres dans la Constitution de départ. Hein? Il y a des amendements. Pourquoi? Mais ces amendements ont été commandés par le temps et les circonstances. Donc, un texte constitutionnel doit pouvoir être modifié. Tout dépend de ce que ce texte gère, que ce texte régit, précisément. Alors, vous êtes un peu au milieu, parce que si on parle de la Constitution congolaise, ma question est celle de savoir, est-ce que la Constitution, à votre avis, comporte des faiblesses? Notre Constitution. Si ça comporte certaines faiblesses. Mais c'est une œuvre humaine. Elle doit pouvoir comporter des faiblesses. Ne serait-ce que dans sa rédaction, dans son écriture. Dans son esprit. Pas encore l'esprit, hein. Non, mais l'écriture même. C'est rédigé par un groupe d'hommes. Bon, il peut y avoir là-dedans des expressions à double sens, à triple sens, qu'il faut pouvoir à un moment donné préciser. Vous voyez? Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau-là de l'écriture, il y a une chose qu'on peut... Au fond même, il y a des choses qui doivent pouvoir changer. Ne me demandez pas lesquelles. Je pense à certaines choses ici. Nous n'en avons pas le temps, mais croyez-moi, dans une constitution, il y a des choses qu'on doit pouvoir changer. Écoutez, nous avons le problème du régime, le régime de gouvernement. Nous avons la constitution française à 90%. Mais en France, il y a le débat. Aujourd'hui, sur le régime, quel est le problème du président Macron aujourd'hui? Mais c'est un problème de régime. Il change de premier ministre en une année ou en moins de 2 ans, 5 ou 4 premiers ministres. C'est dû à quoi? C'est dû au système qui est le leur, lequel c'est le système semi-présidentiel.
Vous voyez? Donc, il y a donc moyen de trouver une solution dans la Constitution au problème que la France vit aujourd'hui. Il en est de même de notre pays comme d'autres pays. C'est dû à quoi? C'est que la France de 1958 avec De Gaulle n'est plus la même qu'aujourd'hui. Avec Macron. Avec Macron, n'est-ce pas? Et les difficultés, donc, je vous disais, du président Macron, vous voyez, vous allez aux États-Unis, venez de suivre la semaine qui s'achève, une grande marche contre le président. Le slogan « No King », pas de roi. Pas de roi. Nous ne voulons pas de roi ici. Bon. Là-bas, aux États-Unis, c'est quel régime? C'est le régime présidentiel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président de la République, il est, lui seul, le gouvernant. C'est lui qui gouverne le pays. C'est lui. Il y a à côté les chambres, donc, le Parlement, Congrès et tout. Et il y a la justice. Mais la gestion au quotidien, ce n'est pas le semi-présidentiel, ce n'est pas le régime parlementaire avec les députés qui ont désigné un premier ministre comme en Angleterre, mais c'est lui le président. Et alors le président exerce ce pouvoir avec une autorité, avec ceci, tel que les gens se disent, ah mais c'est un roi, c'est un roi. Alors si vous pensez au roi, aujourd'hui en Angleterre, le roi n'a pratiquement pas de pouvoir, pratiquement pas, il ne gère pas. Il inaugure les monuments et tout ce que vous voulez. Donc, le régime qui est le nôtre aujourd'hui, semi-présidentiel, pose des problèmes dans le pays d'où il vient, en France. Alors, pourquoi nous, on ne penserait pas à anticiper? Pourquoi? Et anticiper, est-ce un péché? Ben, il faut que les gens réfléchissent. Alors, pour pouvoir réfléchir à ça, ben, il faut que ce soit dans un contexte qui n'assure pas ceci, qui ne prévoit pas cela. Il faut que on se trouve, n'est-ce pas, dans un contexte, je dirais, sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Alors là, ça passe. Là, je crois que c'est un message capté 5 sur 5 par le ceinture du président de la République, parce que dans le jour qui viendront, le chef de l'État s'apprête déjà à signer une ordonnance mettant en place les membres de la commission pouvant réfléchir sur cette question de la Constitution. Si la question s'avérait vraie, je crois que vous avez des personnes qui pourront réfléchir autour de ça, parce que la Constitution, c'est le cœur d'un pays. Je crois que dans cette commission-là qui sera instituée, qui sera composée par le chef de l'État, nous aimerons voir des personnes qui réfléchissent sans arrière-pensée, comme a dit le bâtonnier Matadi Wamba. Alors, bâtonnier, aujourd'hui, la situation... Bâtonnier national. Bâtonnier national, ancien honoraire. Bâtonnier national, Tarsis Matadi Wamba, bâtonnier honoraire. Laissez-en noter dans cette fièvre-là, hein, parce que vous avez dirigé avec vraiment de bravoure, comment dirais-je, l'Ordre national des avocats. Aujourd'hui, coup de chapeau, félicitations, malgré que vous êtes sorti avec loyauté, on vous a jeté des fleurs. Mais nous parlons de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la situation économique du pays devient alarmante. Aujourd'hui, on parle de baisse. Le franc congolais, la monnaie nationale, s'est apprécié, mais le prix des denrées alimentaires sur le marché reste inchangé. La population crie au scandale. Votre avis? La population crie à quoi? Au scandale. Mais pourquoi on peut baisser le taux du dollar? Oui. Le denrée alimentaire qu'on est censé acheter à faible prix, les prix restent statiques. Mais la population se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ben, la question que vous me posez là me fait sourire. Je pense à mon chauffeur. Hier, lui, qui payait son loyer en dollars, hein, il me dit non, patron, moi, il faut me payer en francs congolais. Il me dit attention. Hein.
Tu m'ennuyais quand je te remettais des dollars. Aujourd'hui, tu me demandes de francs congolais. Et c'est quoi? Quel est le mystère? Non, il n'y a pas de mystère en fait. Il n'y a pas de mystère. Ça me rappelle l'époque où un Zaïre valait 2 dollars. Ok. Ici, dans ce pays. Et les hommes d'affaires, les changeurs jouaient sur cette situation-là. Ils existaient déjà à l'époque. Oui. Il n'y avait pas cette spéculation. Un Zaïre, 2 dollars. Donc, selon le cas, il valait mieux vendre en dollars et acheter en francs congolais. Vice versa. Vous voyez? Alors, ce n'est plus, si vous voulez, le problème de 1 dollar, disons, 1 franc, c'est 2 dollars. C'est le problème de la production. Ah, très bien. C'est le problème de la production. Je donne un exemple. Si vous allez à la station d'essence, il y a quelques jours, nous achetions 1 litre, j'arrondis à 2900, disons 3000 francs. Aujourd'hui, c'est 2600. À cause de ce qui est arrivé. Hein? Mais pourquoi les pétroliers ont automatiquement réduit, ont adapté? Mais parce qu'ils sont assurés, eux, d'acheter sans perdre de l'argent. Avec cette mesure gouvernementale, les pétroliers sont assurés d'acheter sans perdre de l'argent. Tel n'est pas le cas de la maman maraîchère. Tel n'est pas le cas de tel commerçant sur la c'est ça. Alors ce sont ceux-là qui spéculent, c'est un problème de spéculation, qui spéculent, et comme l'État ne sait pas les assurer que demain ils vont avoir le même stock de marchandises, eh bien, ils spéculent. Ils ne respectent pas le taux de monnaie. Ils le respectent. Ce n'est pas un mystère. Si tout le monde était assuré qu'en prenant les francs congolais, eh ben, il va renouveler son stock sans problème de n'importe quelle marchandise, il vendrait. Mais il y a de l'hésitation et tout ça, et c'est ce que l'on vit aujourd'hui. C'est ça donc que l'on croit être un mystère. C'est pas un mystère. Mais ça sera quoi maintenant la voie de sortie? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui... Mais ça sera quoi la voie de sortie? C'est de produire. Il faut produire. Tant qu'on ne produira pas, on va à la case de départ. Malheureusement, vous ne pouvez pas produire du maïs, du manioc en un jour. C'est une question de temps. Donc, il faut que les gens se mettent à produire. Et jusqu'à la récolte, on va devoir vivre cette sorte de turbulence économique. Ouais. Mais qui est gagnant, qui est perdant? Qui est gagnant, qui est perdant? Bon, l'État se retrouve. Hein. La population perd. L'État se retrouve. Bon, parce que sa monnaie... Hein, prend de la valeur. Bon, l'État se retrouve. Bon, la population perd le pouvoir d'achat. Temporairement, oui. Temporairement. Oui, oui. Ce qui va se stabiliser oui. à long terme. Parce que la maman qui vendait des bananes, ceci, à 500 francs, bon. Aujourd'hui, si on lui dit non, vendez à 200, elle dit non, mais j'ai peur. Parce qu'elle ne comprend pas cette relation entre les monnaies. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Voilà.
Alors, Maître Matadiomba, le temps qui nous est imparti touche sensiblement vers sa fin parce que le temps à la télé est précieux. Alors, je voudrais quand même avoir votre avis sur... vous êtes sorti de l'ordre des avocats. Aujourd'hui, quand vous voyez certaines décisions judiciaires se prendre, vous voyez certains débats, certaines défenses qui sont prises, je ne prends pas un cas, quand vous voyez la marche des avocats, que ce soit de la République, que ce soit tous ceux qui présentent ou ceux qui défendent, je crois s'il faudra remonter dans l'histoire, vous aviez publié un ouvrage selon lequel vous avez dit, je ne sais pas si le titre m'échappe, c'était sur la jurisprudence. Selon que la jurisprudence. Selon que la jurisprudence. Oui, oui, oui. Vous avez publié ce livre, un livre qui a fait son temps, qui aujourd'hui, ça devient une référence pour les juristes. Mais alors, certaines décisions qui se prennent, quand vous regardez ça, vous les regardez avec quel œil? Un peu triste. Un peu triste. On parlerait même des incorrigibles. Incorrigibles. Des incorrigibles jugements. Oui, personnels. Incorrigibles. Et c'est dû à quoi tout ça? C'est l'homme, hein? C'est l'homme. Moi, j'ai toujours dit, et je dis, je pense que l'adage qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est de la vérité. Vous ne contrôlez pas l'homme, il va commettre beaucoup de dégâts. Il va commettre beaucoup de dégâts. Vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de l'État. Il faut contrôler les gens. On nous a éduqués en famille, à l'école et tout ce que vous voulez. Mais tous les enfants ne suivent pas les conseils des parents, les conseils des éducateurs à l'école de la même manière. Il y a toujours un pourcentage d'incorrigibles. Et malheureusement, ce pourcentage-là d'incorrigibles devient de plus en plus grand au lieu de plus en plus petit. Il faut contrôler les hommes. Je prends le cas des magistrats. Il y a une inspection judiciaire pour contrôler le travail des magistrats. Cette inspection n'a pas les moyens de contrôler. Alors, ce qui fait qu'il y a des jugements qui font rire, parce qu'on se demande si ceux qui les ont rendus ont été à l'école ou pas. Mais il n'y a personne. Et ces gens-là restent dans le corps. Non seulement ils restent dans le corps, mais avec l'argent de la fraude, ils montent dans l'échelle. Ah, c'est ça le problème. C'est le problème. Vous venez dans ma profession, les barreaux, mais c'est pratiquement la même chose. Ce sont les moins bons qui montent plus vite économiquement. N'est-ce pas? Alors, que faire alors? Ah, que faire? Il faut rester dans la sanction. Non, il faut contrôler. Il faut frapper. Dès que vous parlez de l'inspectorat, l'inspectorat judiciaire est créé, fonctionne à côté de la Cour de cassation, là. Mais allez voir, pour une structure prévue par la loi, pour contrôler les magistrats à travers tous les pays, cette histoire-là, ce n'est même pas assez pour contrôler tous les magistrats de Kinshasa. Or, le contrôle, il faut d'abord aussi l'autocontrôle. L'autocontrôle. Qui doit être assuré par les chefs de juridiction. Par les chefs de juridiction. Mais si tout le monde, alors c'est la mort du pays. Je vous le dis. C'est la mort du pays. Les Chinois qui disent que le poisson commence à pourrir par la tête, pleinement raison.
On m'a posé 1000 fois cette question-là. De la même manière, je réponds comme ça. Le contrôle, l'autocontrôle, encore moins. Les décisions judiciaires à la Cour de cassation, Conseil d'État, doivent être publiées dans un bulletin. C'est prévu par la loi. On a cessé à les publier. Ok. Cette décision-là, pour les critiquer. Mhm. Vous parlez de mon livre, selon que la jurisprudence. J'ai publié quelques décisions. Mais il a fallu ramasser à gauche et à droite pour faire la publication. Alors que ces décisions sont censées être publiées. Pour que, bon, quand c'est publié, et que celui qui a rendu ça, et alors ces chefs doivent les sanctionner. C'est ça le problème. On a suivi la rentrée judiciaire de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle la semaine passée. La semaine dernière, le week-end dernier. Oui. On a suivi les discours des différents chefs des corps. Aujourd'hui, est-ce qu'on a suffisamment évolué ou ça on est en train de tourner à rond sur le plan judiciaire? Est-ce que la maladie a eu quand même des remèdes? Mais vous êtes juge, vous avez suivi non, en tant que journaliste. Non, oui, je suis journaliste et j'ai suivi. Je dis, mais aujourd'hui, la maladie tend de crier. La justice est malade. Est-ce que la justice est en train de guérir? Elle existe, la justice. Elle existe. Les gens crient. Bon, moi, mon opinion là-dessus, c'est que, je l'ai dit dans mon livre, il y a des décisions bonnes face aux décisions mauvaises. Et au milieu, il y a des décisions critiquables. Des décisions bonnes, des décisions manifestement mauvaises, manifestement bonnes, au milieu des décisions critiquables. Et alors, les critiquables, c'est quoi? C'est qu'elles sont à la limite. Il faut une certaine connaissance des textes pour déceler que là, les juges... a mal rendu. Bon. Mais sinon, bon, visiblement, n'importe qui peut dire non, ça ne va pas. Ça, c'est vraiment félicitations. Hein? Voilà. Vous nous avez suivis à travers le monde à Washington, mais également à Bruxelles. Merci de votre attention soutenue. Nous avons reçu sur cette tribune le bâtonnier national honoraire, Maître Tarsis Matadiwamba, député national honoraire. Il est avocat, il reste, il exerce sa profession. Je lance un appel aux politiques, aux sensibilités, avant de clôturer cette émission. La question de la révision constitutionnelle ou changement de la constitution reste l'apanage des experts. Il y a des gens qui voient cette constitution pas dans un regard ordinaire. La constitution doit être révisée, doit être changée parce que c'est un texte. Pas grand-chose, hein. Si ce n'est de dire aux téléspectateurs de trouver le temps de vous suivre. Parce que vous êtes là pour récolter les informations en vue d'éclairer un tant soit peu l'opinion des autres. Et donc, il n'y a pas que la musique qui nous les éduque, parce que celle-là a un rôle très important aussi. Eh bien, il y a des émissions comme celle-ci, comme d'autres, qui doivent intéresser le public. Alors, je vous remercie, vous. Je remercie les téléspectateurs qui nous consacrent, qui vous consacrent de leur temps pour pouvoir vous permettre de... Parce que vous aurez certainement des réactions après cet entretien. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention la réunion de Nairobi, où on a vu un ancien condamné, un ancien président condamné par la justice congolaise réunir les opposants. Quel serait votre avis? Est-ce que c'est une messe noire contre la République ou soit les gens se mettent ensemble pour réfléchir? J'ai suivi les commentaires des uns et des autres, notamment sur RFI.
Vous savez, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, liberté de parole, tout cela est garanti par la Constitution et les lois de la République. La liberté d'expression. La liberté d'association. Garantie par notre Constitution et par les lois qui exécutent cette Constitution. Alors, pour moi, je me dis qu'il faut placer la Constitution dans son contexte. Les lois, il faut les placer dans leur contexte. Quand la Constitution nationale garantit aux Congolais la liberté d'expression, d'association, dans le cadre des lois nationales, moi je vois les choses comme limitées à l'intérieur du pays. Est-ce que l'État congolais, les gouvernants congolais sont obligés de protéger ce qui est fait en dehors du territoire national? Une réunion, quelle qu'elle soit et tout. Une réunion qui organise une association, quelle qu'elle soit cette association, en dehors du pays. Est-ce qu'on peut demander, on doit demander aux gouvernants du pays de bénir ça, de protéger ça? C'est en dehors du territoire national, hein, s'il vous plaît. Donc moi je vois les choses par rapport au texte. Alors que prévoient les textes? Donc, la Constitution, les lois protègent ce qui se fait à l'intérieur. À l'intérieur. Bon, je donne un exemple pour illustrer ma pensée. Les députés. Ils jouissent d'une protection pour toutes les déclarations au micro du Parlement. On ne peut pas les poursuivre. Un discours si incendiaire soit-il, prononcé dans la salle du Parlement, au micro, un député ne peut pas en pâtir. Pourquoi? C'est protégé par la Constitution. Voilà donc comment il faut voir les choses. C'est aussi la liberté d'expression quand un député parle au micro. Mais il faut que ce soit au micro, à l'Assemblée, et autorisé par le bureau. Honorable tel, passez au micro. Il passe et il dit ce qu'il dit, il est juré. Ce qu'il est juré, il est protégé. De même, liberté d'association, liberté de parole et tout ce que vous voulez, garantie par la Constitution, ou mais ici, au pays. De telle manière que un magistrat tatillon, il peut vous interpeller et qualifier cela de telle ou telle infraction. Pourquoi? Parce que ça s'est passé en dehors des textes, en dehors du pays. Donc c'est
c'est mon commentaire, hein, si vous voulez. C'est clair. Bon, pour le reste, vous verrez, c'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Hein. C'est une association, ok, d'accord, mais les uns diront c'est bon, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent, d'autres diront comme bon, attention, vous ne demanderez pas la protection du pouvoir dès lors que vous n'avez pas agi à l'intérieur du pays. Dans un contexte, vous avez agi dans un contexte donné. Le magistrat peut toujours vous interpeller. Peut toujours vous demander ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, comment je peux, ceux qui se sont réunis à Nairobi peuvent jouir d'une certaine liberté des retours à Kinshasa? Ça, moi, je ne sais pas. C'est de la conscience d'un chacun. D'un chacun. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Qui recherche les infractions? C'est le parquet, non? Le parquet. C'est le parquet qui recherche les infractions. Parquet avec ce qui s'ensuit, le parquet, les services de sécurité. C'est eux qui recherchent les infractions, qui pourront dire non, là, ça ne va pas, cher ami. Pourquoi? Voilà. Maître Tarsis, est-ce qu'une petite question dans 2 secondes, serez-vous disposé à prêter vos services si aujourd'hui la République vous le demandait dans le cadre de la constitution d'une nouvelle constitution? Oui. Vous serez disponible. À faire quoi? À prêter vos services. Si aujourd'hui la République vous tendez la main pour votre expertise. Moi, député, depuis 1977, je vous le dis, j'ai été élu député à 34 ans en 1977. Depuis, il y a eu des réformes, il y a eu des constitutions, mais j'ai toujours défendu, pas toujours, je n'ai jamais été d'accord avec le régime semi-présidentiel, jamais. Moi j'ai toujours dit non, le régime le mieux adapté à notre mentalité, c'est le régime parlementaire. J'étais chaque fois mis en minorité, chaque fois. Les archives parlementaires sont là, on peut les ouvrir. Bon, Matariwamba, non. Sur la nationalité, j'ai toujours eu à défendre la binationalité, chaque fois mise en minorité. Bon, c'est la démocratie. Donc, si on me demandait de déployer les arguments de l'époque que l'on considérait comme ben je peux toujours les déployer, quitte à ce qu'on voit si j'ai raison ou pas. Je crois qu'aujourd'hui, la raison, l'État vous donnera raison parce qu'aujourd'hui... Pour moi, ce n'est pas du neuf, c'est vieux. C'est vieux parce que vous avez déjà... Donc vous étiez un homme averti. Vous avez été un homme averti. Un homme averti, non, mais je croyais, je voyais tout ça. Même en matière de la justice. On y arrive parce qu'aujourd'hui, les binationaux, ça devient important. On voit ça dans le football, on voit ça dans beaucoup de disciplines. On donne aujourd'hui raison, l'État peut-être donnera raison demain. Voilà. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.